1,5. Alors, ça devrait avoir commencé. Très bien. Salam alaikum, Dolian. Alaykoum salam. Comment ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Du coup, aujourd'hui, c'est notre deuxième live de la journée et donc c'est la dernière journée de live pour la rampe dématérialisée qui a lieu donc pour remplacer la rampe physique qui devait être prévue mais qui a été donc annulée avec le confinement. Les lives qui ont été faits jusque-là, ils sont disponibles sur la page Permaculteur Musulman, mais aussi sur le lien YouTube qui est présent sur la page. Donc vous pouvez les revisionner. Aujourd'hui, donc, et tout de suite, nous allons interviewer Dolian, qui est un entrepreneur social, qui va nous présenter son projet d'entrepreneuriat écologique. Donc, Dolian, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter et nous dire un peu ton parcours scolaire, professionnel? Ouais, pas de souci. Déjà, désolé parce que j'ai un gros casque de gamer sur ma tête, mais c'est pour le son. Bah, moi, c'est Dolian Barkala. À la base, je suis étudiant en biologie. Et maintenant, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Jimbe depuis septembre 2018. Donc, ça fait 1 an et 8 mois, il me semble. Personnellement, pour me présenter moi avant le projet, j'ai eu un parcours classique, hein, bac S. J'ai voulu tenter médecine, puis au bout de 2 semaines, j'ai compris que c'était pas fait pour moi. J'ai fait quelques années sabbatiques, et après, pendant ces années sabbatiques-là, j'ai pu me poser des questions, savoir ce que je voulais faire, comme beaucoup de jeunes. C'est vrai que j'ai pas dit j'avais 22 ans. Comme beaucoup de jeunes, en fait, on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire, quel impact on va avoir aujourd'hui, et encore plus maintenant, en fait, parce que avec tous les grands enjeux du XXIe siècle, ils sont énormes, et faut pas se louper là-dessus, et on se sent tous responsables un peu, même si c'est un héritage des générations passées. On veut laisser un héritage meilleur pour les générations futures. Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc voilà, puis après j'ai décidé donc de fonder Jimbe. Alors Jimbe, c'est une boîte où nous on pêche des éponges de mer en Tunisie, on les importe en France, donc on les vend dans les magasins bio, grosso modo. Donc là c'est pour faire simple. À la base, moi je suis tunisien, et en Tunisie, depuis l'Antiquité, on pêche les éponges de mer. En Grèce et en Tunisie. Ouais, c'est. Pourtant, je suis tunisienne aussi, mais je ne le savais pas. Ah ouais? Je vais apprendre beaucoup de choses, je pense. Bah, si tu passes à Zarzis, Mahdia, Djerba, là-bas, c'est très simple. Comme quoi, j'aurais toutes les chances de savoir que ça se faisait là-bas, mais je m'étais. En fait, c'est ces éponges que j'ai vues en photo, du coup, je les avais bien vues, mais je ne savais pas où. Donc j'imagine que j'ai dû les voir là-bas sans trop forcément. C'est sûr, c'est là-bas. Mais et pourtant, moi, je suis quasiment du Nord, donc en fait, au Nord, on n'a pas trop cette culture-là. Oui. Mais quand même, en fait, à côté de ma ville qui s'appelle Marès, on a une grande ville qui s'appelle Sfax, que tu connais. Voilà. Donc là-bas, il y a quelques pêcheurs d'éponges de mer, donc forcément, j'en ai déjà vu au bled, etc. Et moi, c'est par mon père que j'ai appris ça, quoi. Et donc du coup, en fait, le projet, c'est de prôner un retour à l'authentique, en fait, en réutilisant ces éponges de mer-là, qui sont, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme à des coraux qui poussent dans la mer, en fait. Bob l'éponge s'est inspiré de ça à la base. Le créateur de Bob l'éponge, c'était un biologiste, ouais, et il s'est inspiré des éponges de mer pour faire son père. Donc c'est des éponges vivantes à la base. Ouais, exactement, c'est ça. Super, je ne savais pas. On va prendre. Je pense. Et leur existence est très 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 importante. C'est pas Allah, il a pas mis ça pour rien dans la mer. Vraiment, c'est je vous expliquerai pourquoi. Mais si le poumon de la planète, on dit l'océan, la mer, etc. Les poumons des océans et des mers, c'est les éponges de mer. Pourtant, on n'en parle pas assez. Les éponges de mer, en fait, donc je disais, c'est comme un coraux qui pousse dans la mer, et on le pêchait depuis l'Antiquité pour plein d'utilisations. En tant que fleur de douche, en tant que démaquillant, en tant que tampon menstruel aussi, en tant que compresse en médecine, parce qu'on n'avait pas de compresse avant. On les utilisait pour transporter des fluides, on en faisait des sucettes pour les enfants, même en fait en les imbibant de miel, donc on en faisait plein de choses. Ouais. Bah, d'ailleurs, j'en ai ici, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble un peu, c'est une éponge en fait. C'est une éponge classique. Ouais, voilà, c'est une éponge. Ouais, exactement. Donc ça, c'est vraiment, c'est pêcher en mer, c'est pêcher de manière responsable. Nous, en fait, on impose une charte aux pêcheurs qui est que quand ils vont pêcher, déjà c'est en plongeant, c'est pas en arrachant les récifs avec des filets, etc. Ça bug un peu, je crois. Oui, un peu, mais ça revient rapidement à chaque fois. Ok, ouais, non, ça y est, c'est bon, parfait. Et donc du coup, les éponges de mer, en fait, c'est des pêcheurs plongeurs, donc qui vont les chercher, et ils les coupent en fait juste au-dessus de la racine, de sorte à ce que on laisse la racine, voilà, et que ça peut repousser. Super, mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est. Tout ça, c'est
derrière, en fait. C'est pas que finalement, il n'y a pas forcément que le fait de pêcher des éponges, mais aussi le fait de faire en sorte que ce soit préservé. Donc déjà, il y a une éthique dans la production en elle-même. Exactement. Bah, on peut pas, aujourd'hui, c'est tellement important qu'on peut pas, comme ça, aller prélever des ressources sans en prendre soin. Et puis, le projet va plus loin que ça, en réalité. Bon, nous, pour l'instant, on a 2 gammes. Donc là, je l'ai montré d'ailleurs, ils sont avec moi. On a les gammes, en gros, fleurs de douche et des maquillantes. Il y a 10 000 espèces d'éponges de mer différentes, et là, il y en a 2 dans mes mains. Ah oui. Les éponges de mer, il y a énormément d'applications. Enfin, il y a des études anticancéreuses qui sont faites parce que les éponges de mer ont développé des toxines en fait et qui s'avèrent être anticancéreuses. Donc il y a beaucoup de labos qui cherchent là-dessus. Il y a aussi il y a des éponges qui ont développé une défense en fait parce que les éponges de mer, ça c'est brouté par certains animaux. Oui. Par certains poissons, etc. Et en fait, ils ont des épines en verre ou en calcaire qui poussent, certaines espèces. Et pour les éponges de mer qui font pousser des épines en verre, le verre est tellement pur qu'il est étudié en fibre optique parce que ça conduit mieux la lumière. Donc comme quoi, plutôt que parce qu'aujourd'hui le verre, on le fait avec du sable, sable qui est une ressource ultra menacée, quoi. Et qu'on fait fondre, etc., pour faire du verre. Et là, on a une alternative possible. Mais bon, encore faut-il bien la faire et pouvoir mettre des efforts et de l'argent et tout quoi dans la recherche. Tu penses que le verre qui est produit par les éponges de mer est réexploitable à d'autres fins? C'est une bonne question, mais faut l'étudier. Oui, voilà. Ça l'est pour la fibre optique. En tout cas, c'est étudié. Pour la fibre optique. Après, pour faire des vitres ou des verres pour boire, je sais pas. Forcément. Ouais. C'est ça. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé d'entreprendre dans ce domaine-là en particulier Bah, c'est un domaine qui me passionne. Parce que je suis étudiant en biologie, donc c'est quelque chose. Enfin, je suis parti je suis plus étudiant en biologie, j'ai arrêté depuis parce que l'entreprise me prend trop de temps. Mais la biologie, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, la nature, en fait, la contemplation, etc. Tout à l'heure, je suis sorti avec mon attestation, etc. Bien sûr, je suis sorti et je regardais le soleil, en fait, et je me disais, mais on s'en rend pas compte, mais quand on essaye de regarder le soleil, il nous crame les yeux alors qu'il est à des millions de kilomètres, en fait. C'est impressionnant. Et quand en fait, c'est ça qui nous manque. Moi, j'ai grandi en ville personnellement. J'ai pas grandi sur une côte, rien du tout, en banlieue parisienne, quoi. Et je sens qu'on a besoin de se reconnecter avec la nature, en fait. Et ce projet, c'est totalement ça. Justement, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, ce qu'on fait, en fait, ce qui est passionnant dans le projet, c'est qu'une éponge de mer comme ça, on peut la couper en 10 morceaux. Chaque morceau peut repousser tout seul. Et en repoussant, en fait, l'éponge de mer va filtrer la mer et va la dépolluer. Donc, en fait, l'idée de Jimbe, c'est de pouvoir prôner un retour à l'authentique, mais aussi, en fait, pouvoir développer une sorte d'aquaculture d'éponges de mer, une usine à aquaculture d'éponges de mer. J'utilise le mot usine, c'est trash. Mais c'est parce qu'en fait, on doit absolument repenser nos usines et pouvoir en fait produire avec un impact positif. Moi perso, j'ai été passionné par ce que disait Idriss Aberkan. Beaucoup connaissent aussi Idriss Aberkan, je pense peut-être, et Gunther Pauli. C'est passionnant ce qu'il dit. Et en gros, il dit que un avenir est possible si on arrive à produire avec un impact positif. Et ça paraît être une utopie, mais là concrètement, là vous avez un exemple de projet qui. Exactement ce que tu fais. Mais c'est fou parce qu'aujourd'hui, dans un monde où quand on produit, la plupart du temps, on a un impact sur les ressources. En fait, on diminue les ressources qui sont déjà limitées. Toi, tu as cette volonté de faire l'inverse, et finalement, c'est ce que tu fais, l'inverse, c'est-à-dire augmenter les ressources au lieu de les diminuer. Exactement. Enfin, oui, les augmenter, exactement. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui essayent d'intégrer ce principe-là. Il y en a d'autres aussi qui essaient de faire du upcycling, etc. Nous, ça va être le cas aussi parce que les éponges de mer, en fait, elles ont une capacité d'absorption énorme. Elles filtrent 10 000 litres d'eau par jour, jusqu'à 10 000 litres d'eau par jour. C'est énorme. Tout au long de sa vie, c'est de 500 000 litres à 1 million de litres. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète une éponge de mer, en fait, il a contribué à avoir filtré 1 million de litres d'eau potentiellement. Et une usine. Comme les reins de la planète, quoi. Exactement. C'est pour ça que je disais que c'est les poumons de la planète, mais c'est les reins, c'est encore mieux. L'image est encore meilleure. Concrètement, c'est ça. En termes d'anatomie, c'est plus crédible. Mais c'est vrai, c'est totalement ça, en fait. Et s'il y aurait pas ça, les écosystèmes ne survivraient pas. Enfin, de toute façon, là, il a mis cet équilibre-là pour une raison. Oui, il existe pour une raison, c'est sûr. Exactement. C'est pour ça que les éponges de mer, il y en a partout, dans tous les océans et dans toutes les mers. Il n'y a pas une mer ou un océan où il n'y en a pas. C'est très rare. C'est vrai qu'on entend très peu parler, c'est rare qu'on s'intéresse ou même qu'on entend parler des éponges de mer ou de leur impact sur la planète, quoi. Donc, clairement. J'ai d'autres questions pour toi. Ouais, avec plaisir. Tu nous parlais de l'économie bleue. C'est un concept que je ne connais pas, mais c'est une question qui est revenue souvent, donc tu nous as parlé rapidement, le lien avec ton projet aussi.
Alors, l'économie bleue, la définition brute de l'économie bleue que je crois Gunther Pauli a donnée, c'est développer des business models à impact positif sur la nature. Oui. Aujourd'hui, on a quasi 99% de business models à impact négatif sur la nature. Quand on crée une entreprise, quand on crée une usine, quand on va exploiter des ressources, il y a un impact négatif à un endroit ou à un moment donné, même dans le transport, il y a plein de questions qui se posent. Et la blue economy, c'est en fait trouver des moyens de produire mieux, moins cher, plus efficacement, avec un impact positif. Comme ça, en fait, vu que l'engrenage capitaliste de la société, il est tellement... il y a eu un effet boule de neige qui est quasiment inarrêtable, à part par une décroissance. Il faut absolument qu'on allie les deux. Parce que le capitalisme en soi, c'est pas mauvais, c'est ce que les gens en font qui est mauvais. Donc du coup, si on arrive à monter des entreprises par la force de l'argent, la force du capital, la force des investissements, etc., si on arrive à le... Excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. Désolée, c'est moi qui te coupe plutôt, mais j'arrive à voir où est-ce que tu veux en venir. C'est-à-dire que tu crois un peu dans un concept de green croissance, un peu, de croissance verte. Ouais, bah justement, Gunther... Enfin, avec ton projet, en fait, ça fonctionne. C'est ça qui est fou, c'est que c'est un des rares projets où du coup, tu contribues à la biodiversité. Donc d'un autre côté, ça fonctionne. Mais est-ce que tu penses qu'en règle générale, on peut le faire avec tout? En fait, ce serait la question. Moi, en fait, c'est une question que je me pose pas tant que ça. Oui, j'y crois pour donner une réponse, mais c'est en fait, on n'a pas le choix. C'est que si on le fait pas, on fonce dans le mur. Et c'est possible. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup des entreprises qui ont ce genre d'initiative-là parce que c'est nouveau, c'est une nouvelle notion et ça se développe de plus en plus. Mais moi, je pourrais donner d'autres exemples de projets. Par exemple, pour la lumière en ville. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment est-ce qu'on pourrait faire? Bah non, pas forcément, mais pourtant il y a une étudiante en design, donc rien à voir avec la biologie, qui a trouvé, et pour moi c'est ma startup préférée. C'est l'intelligence humaine, qui... Exactement, en fait, moi je crois en l'intelligence humaine et la recherche, en fait, il y a énormément de tests qui sont publiés tous les jours, mais on n'en fait rien, en fait, on convertit pas ça en entreprise. Alors, parce que, à juste titre des fois, mais il y a des trucs super intéressants. Justement, moi, les tests que j'ai lus sur les éponges de mer, elles sont accessibles, etc. Et fallait que je tombe dessus pour essayer de tester quelque chose, et puis ça se trouve, ça va foirer, hein, mais on est obligé d'essayer. Parce que si on y arrive, on va être les premiers de l'histoire de l'humanité à le faire, en gros. Tu vois. Donc, ça va être, c'est compliqué, c'est un défi, ça va demander peut-être des années, peut-être que ça va foirer, mais on est absolument obligé de le faire. Et moi, je pensais à ma startup préférée, donc c'est Glowy, c'est une startup française en plus. Donc Glowy, en fait, ils développent en fait, enfin, ils exploitent les bactéries luminescentes. Pour ceux qui connaissent pas, enfin, vous avez tous déjà peut-être vu sur Instagram ou sur Facebook, etc., tourner des plages luminescentes. C'était mon sujet de TER. C'est vrai? C'est incroyable, ouais. Ah bah ce projet il est magnifique et puis la luminescence, c'est assez fascinant de voir que, on peut en quelque sorte fabriquer quelque chose aussi fascinant que de la lumière avec de l'énergie, ce qui vient de leur propre énergie en fait et dont on peut avoir plusieurs usages aussi. Et du coup, pour Glowy, c'était quoi l'idée? Ouais, c'est passionnant, je suis d'accord avec toi. En fait dans l'esprit des gens, faire de la lumière, c'est forcément faut de l'électricité, faut des ampoules, etc. Bah là en fait non. L'idée du projet, c'est en fait de mettre en culture des bactéries luminescentes et conserver une longévité maximale de la luminescence. Ces bactéries-là, vous avez, donc comme je disais sur Facebook et tout, vous avez déjà vu peut-être des plages luminescentes. Enfin, c'est pas des montages, hein, ça existe vraiment. En fait, c'est des bactéries qui par excitation créer de la lumière. Eux, ce qu'ils veulent, c'est éclairer les villes avec ces bactéries-là demain. Et on n'a pas besoin d'électricité avec ces biologiques, en fait. Donc, et toute l'électricité qu'on va économiser dans le monde en arrêtant d'utiliser les lampadaires, etc., et même chez soi, en fait, c'est énorme. L'impact, il est énorme. Et ça, c'est majeur. C'est une avancée capitale. Du coup, l'idée, c'est concrètement de faire quoi pour utiliser ces bactéries-là pour remplacer l'éclairage public? Excuse-moi, j'ai pas entendu le début. Pour remplacer l'éclairage public, elle voudrait, dans ce projet, c'est de remplacer par des bactéries, en final. Exact. Ouais, exactement, c'est ça. Ça prendrait quelle forme concrètement? Bah, ça va être des sortes d'ampoules, ou alors des façades en fait, dans lesquelles il y aurait ces bactéries-là, et elles seraient excitées pour que, voilà, elles donnent de la lumière à la ville. Regardez Glowy, Glowee, si vous pouvez en même temps. C'est magnifique. Dans les commentaires. Ouais, parfait. C'est magnifique parce que sur leur site, ils mettent directement un aperçu de à quoi ça ressemblerait. Et concrètement, ça nous économiserait énormément d'électricité. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Il y a aussi, par exemple, un projet qui est un peu similaire au mien, mais
différent. En fait, c'est différent. Nous, on agit en mer, mais lui, il agit sur la terre. En fait, l'agriculture déverse énormément, enfin, contribue à énormément de déverser énormément de métaux lourds en fait dans les terres agricoles, et donc ça tombe dans les nappes phréatiques. Au final, des fois même ça finit dans la mer. Eux, ce qu'ils font en fait, c'est de la phytobioremédiation. Donc en fait, ils réussissent à capter les métaux lourds dans la terre en fait, grâce à des plantes qui peuvent en fait capter ça. Et ces métaux lourds qui sont captés, donc déjà les capter, ça nous permet de ne pas les avoir dans les terres et de ne pas les retrouver dans notre alimentation aussi au final. Donc c'est important. Et après ils font de l'upcycling en fait. Après ils utilisent ces métaux lourds pour les revaloriser derrière. Donc c'est des projets magnifiques, mais il y en a, ils sont pas encore connus. Utiliser la nature pour pouvoir finalement arriver à des modes de consommation et de production qui sont sains. Ouais. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais nous dire ce que ton projet, enfin, le lien qu'il y a entre ton projet et ton parcours islamique ou ta spiritualité et l'islam en général? Pour moi, il s'imbrique totalement. C'est quand on sait que Allah a créé tout ça, quand on sait que la planète c'est une amana, notre corps c'est une amana. Enfin, je suis pas un exemple non plus, mais j'aspire à ça. Je me dis que si on arrive à trouver des idées et des projets qui nous permettent vraiment de construire un monde meilleur en fait, forcément Allah il va nous récompenser. Forcément, et en plus dans une période où tout le monde lutte contre la nature au final, de moins en moins heureusement, mais la société, les chaînes de production en tout cas, elles luttent encore contre la nature. Faire un combat, par exemple Florence de Eco Jihad, etc. Eco Jihad, c'est exactement ça, c'est combattre pour la planète en fait et pour Allah au final. C'est le terme en lui-même est bien choisi pour une fois. Ouais, clairement. Mais clairement, pour moi, les deux sont liés. Enfin, moi, tous les jours en me levant, je me dis que je fais ça pour Allah, quoi. C'est sûr. Ensuite, j'aurais quelques questions supplémentaires pour toi, qui sont plus de l'ordre de l'entrepreneuriat maintenant. Ouais. Qui sont les suivantes. D'abord, comment se lancer, pour commencer, comment se lancer en fait dans un projet comme ça entrepreneurial? Ça dépend du projet. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme si on avait deux voies. Soit on prend l'autoroute et on va à destination. Normalement, on arrive dans la ville, etc. Soit on va à droite, il y a un désert ou une jungle, peu importe. Et en fait, on rentre dedans. On a un objectif de base, mais on n'est pas sûr d'y arriver et on ne sait pas où on va arriver au final. Donc l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Il n'y a pas de moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de développement personnel, des trucs comme ça, moi aussi. Puis maintenant, j'ai fait une overdose carrément. J'en écoute plus. Mais on nous dit souvent essayez, allez-y, etc. Ou alors faites comme ci, comme ça, soyez organisé comme ci, comme ça. Ou alors, mais en vrai, personne vous donnera le conseil exact dont il vous faut pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous avez envie de vous lancer, si vous avez un beau projet, lancez-vous, entourez-vous des bonnes personnes et faites en sorte que ça marche. Après, c'est pareil, même entourez-vous des bonnes personnes, ça paraît être un conseil basique, mais en vrai, ça se trouve que votre entreprise elle nécessite que vous soyez tout seul. Un artisan, c'est une entreprise, c'est pareil. Donc, en réalité, c'était quoi la question exactement pour que je puisse y répondre? Exactement, c'est comment se lancer. Ah. Après, si tu veux, je peux t'en donner une autre histoire que tu puisses compléter ce que tu étais en train de dire. Ouais. Et aussi le fait, est-ce que c'est un parcours quels ont été les risques dans ton parcours en fait, en t'étant lancé là-dessus, et d'autres questions qui sont liées. Mais déjà, est-ce qu'il y a des risques en fait à se lancer dans ce genre d'entrepreneuriat? Bah clairement, il y a plus ou moins de risques selon sa situation. Si jamais on a déjà des revenus à côté, on est tranquille, bah c'est cool. On peut se lancer sereinement, mais moi perso j'étais étudiant, j'ai toujours pas de revenus, donc c'est un risque. Ça fait bientôt 2 ans, 1 an et 8 mois quoi. Donc oui, clairement, il y a un risque financier, il y a un risque de précarité finalement. Ouais, il y a un risque de plein de choses. Ça dépend. Là, au final, c'est un risque à prendre, j'imagine. Ouais, c'est ça. L'autre question, c'était que tu n'en vivais pas encore pleinement? Non, bah du coup non, c'est clairement pas. Pour l'instant, je me paye pas encore. Bon, j'ai de quoi payer 2 personnes qui sont avec moi et qui me permettent de développer la boîte. Mais clairement, non, pas encore. Et puis c'est pas si grave en fait. Quand on se lève le matin, enfin, en réalité, pour être honnête, des fois, on se dit, mais comme tout le monde, en fait, on a des périodes de doute. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je pourrais continuer mes études, avoir un master et voilà, c'est ça. Finir. Sacrifice au final, donc est-ce que les sacrifices ont valu la peine?
Exactement, c'est ça. C'est Mm. concrètement, voilà, j'aurais pu continuer. Dans 3 ans, j'ai mon master, je suis payé 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros Ouais. avec la péréquation d'ancienneté. Mais finalement, tu considères que c'est un sacrifice que tu fais pour Allah aussi, donc Exactement, c'est et- ça. C'est ça. Donc il n'y a pas de regret et en fait j'ai appris tellement depuis le début que je peux pas regretter. Et puis même quand j'ai ces moments de doute là, je me souviens juste de moi sur les bancs de l'école et je me souviens qu'en fait j'étais pas heureux donc c'est pas grave. ah, au final, ça te satisfait personnellement aussi de pouvoir contribuer de cette façon à améliorer les choses aussi, j'imagine. Clairement. En fait je me dis si j'y arrive, je pourrais être fier de moi et je pourrais transmettre ça à mes enfants et transmettre ça à l'humanité au final. Donc et même si j'y arrive pas, je me suis transmis à moi-même des choses et j'espère à des gens sur la route. Et puis tu auras fait connaître les éponges de mer. Ouais, exactement. Bob l'éponge. D'ailleurs, toi, tu n'en vends que 2 espèces, il me semble. Ouais, il y a alors 2 espèces, ouais. On travaille sur une troisième espèce qui est intéressante en fait. Ah oui, j'ai pas Qui parlé vaut des le coup. applications. Bah, j'ai pas parlé des applications, justement, ça va répondre à ta question. D'accord, parce qu'il y a 2 questions au niveau du live Ok, qui ont été posées dans ce bah vas-y. sens. Tu avais dit qu'elles venaient je résume pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'est des questions qui étaient dans ce sens. Tu avais dit qu'elles venaient de Tunisie, celles que tu prélèves toi, Ouais. c'est ça? Mhm. Et tu as dit aussi que pour l'instant, c'était que 2 espèces, et 2 viennent de Tunisie Ouais, exactement. pour le moment, ok. Et Mm. tu comptes pas en exporter d'ailleurs, parce que du coup, il y a cette problématique d'exportation aussi. Bah l'idée, bah, peut-être d'un pays proche, mais l'idée c'est Voilà, de voilà. d'accord, très bien. Parce qu'il y en a aux Caraïbes ou en Indonésie, Oui, mais voilà, on ça va pas peut jusqu'à trop là-bas. d'informations. C'est ça, c'est sûr. S'il y Ouais. a d'autres personnes qui veulent aussi lancer un projet Jimbe, tu pourras les coacher. Exactement, avec plaisir. Bah ça sera le projet de Jimbei, il rejoindra l'équipe directement. Voilà, tout simplement. Alors, j'aurais d'autres questions aussi. Je reprends Ouais. d'ailleurs, il y en a pas sur le live d'abord, qui sont autres que celles que je viens de te résumer. Qu'il existait d'autres éponges, vous vendez différemment différentes espèces ou une en particulier. Du coup, tu m'as dit une troisième espèce éventuellement. Ouais, en fait, il y a plein d'applications et peut-être ça se trouve qu'au Voilà, surtout. ouais. Bah, au fil du temps, ça se trouve qu'on en exploitera 10, 20. En fait, on en a découvert 10 000 pour l'instant. Il y en a sûrement plus de temps, il y en a toujours plus. Il y en a peut-être 20 000 potentiellement, 30 000. Enfin, il y en a toujours plus que ce qu'on a découvert. Mais concrètement, si nous, on arrive à faire cette aquaculture d'éponges de mer et qu'on arrive à avoir une expertise sur chaque, euh, j'ai oublié le terme, mais sur chaque application, Mhm. on va avoir potentiellement des espèces différentes. Là, je parlais de la fibre optique. Il y a aussi des études qui sont faites sur les toxines anticancéreuses. Bon, ça, on n'y est pas, hein. Mais par contre, là, les espèces que j'ai pour l'instant, c'est des fleurs de douche, donc des démaquillants. On peut aussi utiliser en fait les éponges de mer en tant qu'isolant thermique. Donc, ça peut remplacer toute la laine de verre qu'on utilise en fait. Mhm. Voilà, et la laine de verre, c'est fait à base de sable, encore une fois. Le sable qui fait partie du top 2 des ressources les plus menacées au monde, loin devant le pétrole, avec l'eau potable. Donc concrètement, voilà, il y a des applications comme ça. En aéronautique aussi, on travaille sur quelque chose pour faire en sorte que les éponges de mer, ce soit un biomatériau en fait utilisable pour la construction des avions, ce qui les rendrait plus légers, et donc on utiliserait moins de kérosène. Même si j'espère on arrivera à Ouais. avoir une aviation ou des avions de ligne en fait qui seront faits, enfin qui marcheront à l'électricité pour qu'on arrête d'utiliser du kérosène. Pareil, de toute façon, ça facilitera en fait, ça baissera la consommation d'électricité dans les avions. Donc il y a beaucoup d'applications, ça peut s'utiliser aussi en agriculture, on est en train d'exploiter cette piste-là. En fait, les éponges de mer, ça peut faire de la rétention d'eau. Bon, pour les permaculteurs qui sont là, potentiellement, si vous voulez tester, d'ailleurs, dites-moi, hein. Clairement, on peut faire des tests. On cherche pour l'instant, en fait, des permaculteurs. Comment? Excuse-moi. Ah, ça bug un peu. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais. Ouais, là, je t'entends. Dis-moi. Je dis, tu m'entends? Ouais, là, c'est bon. Ça bug un peu. Très bien. Attends, j'attends que ton image redevienne claire. Ouais, pas de souci. Voilà, c'est bon. Du coup, je disais que du coup, on pourrait être dans une démarche explorative pour essayer de voir tous les différents usages qu'on peut en avoir au final. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, les deux que tu as, tu m'as dit cosmétiques, les éponges, donc. Fleurs de douche, démaquillant, bientôt les tampons, j'espère qu'on aura fait les tests dermatologiques, etc. Parce que c'est un peu sensible. Donc potentiellement l'isolation thermique qui va arriver, potentiellement l'aéronautique, potentiellement l'agriculture, potentiellement les cocultures aussi, j'en ai pas parlé, mais on aimerait faire de la perma-aquaculture, entre guillemets. C'est en fait on a découvert que
si on couple des cultures d'éponges de mer et des cultures d'huîtres, par exemple, ou des conchylicultures en général, donc les moules, tous les bivalves, en fait, si on arrive à faire des co-cultures, on se rend compte qu'en fait, les éponges de mer vont donner aux huîtres une qualité d'eau qui sera meilleure. Par exemple, là, pendant les périodes de Noël, il y a eu une bactérie, donc il y a eu Escherichia coli. En fait, les huîtres étaient contaminées à Escherichia coli. Ça a donné des épidémies de gastro pendant les périodes de Noël, période où on mange le plus d'huîtres. Si on aurait fait des co-cultures d'éponges de mer couplées à des cultures d'huîtres, on sait que les éponges de mer peuvent manger, donc se nourrir de 90% d'Escherichia coli dans l'eau en 72 heures seulement. Donc c'est énorme. Et au final, ça monte à 99% au fil du temps. Mais c'est ultra efficace. Donc ça nous donnerait en fait des aliments, donc, enfin une productivité qui sera meilleure déjà pour les conchyliculteurs, parce que les bactéries ça intoxique les huîtres elles-mêmes, et donc en fait elles meurent. Donc du coup ça fait qu'ils ont un taux de mortalité, et donc ils ont un manque à gagner. C'est ça. Et en plus de ça, il y a des métaux lourds donc qui s'accumulent en fait dans les huîtres, et au final nous on les mange. Je crois que les huîtres ça filtre 2 litres par jour. Oui, quand même. Ouais. Et donc du coup, on a comme dans les saumons, etc., dans tous les poissons, tout ce qui est en mer, de toute façon, tout ce qu'on bouffe, il y a des métaux lourds dedans. Et si on couple ça à des cultures d'éponges de mer, concrètement, on peut avoir même une meilleure alimentation. Donc il y a plein d'applications. Une question, puisque ces éponges-là, elles ont ce rôle de filtre, est-ce que vous avez un travail de nettoyage à faire? Enfin, j'imagine, hein, enfin, en gros, de désinfection, je sais pas, des termes. Ouais. C'est une bonne question. Je peux pas rentrer dans le détail de comment l'usine va être, mais elle fera en sorte. Mais ouais, mais c'est une question légitime justement, parce que, enfin, on aimerait rentrer dans le détail quand on aura breveté tout ça, etc. On pourra en parler tranquillement. Et justement, moi, je veux absolument que tout le monde sache à quel point on peut faire des systèmes incroyables avec la nature. Donc c'est totalement là-dedans. Mais en gros, l'usine sera faite de sorte que les éponges qu'on va vendre, elles auront 0 métaux lourds en eux, en fait. Il y aura 0 métaux lourds. On aura des sortes d'usines de dépollution, en fait, des unités de dépollution en amont de la culture, de la spongiculture, qui vont d'abord dépolluer l'eau, puis ensuite, en fait, permettre d'avoir une spongiculture propre, entre guillemets, pour la vente. C'est sûr, parce qu'après, ça, on les utilise dans notre intimité, où les gens, ils ont pas ça. On veut pas trop me venait comme ça à l'esprit. Ensuite, j'aurais quelques autres questions supplémentaires. Plus administrativement parlant, l'entrepreneuriat, c'était plus par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. L'entrepreneuriat peut parfois être un vrai casse-tête administratif. Que dirais-tu pour guider quelqu'un qui aille voir plus clair avec les différents statuts? Bah, force à vous, hein, tout ce que je peux dire, parce qu'on n'a pas le choix. Concrètement, on n'a pas le choix. Il y a beaucoup d'administratifs. Déjà, la plupart du temps, on a un comptable qui nous permet, enfin, ça peut coûter de 50 à 200 euros par mois. C'est vrai que c'est quand même un budget. Mais si on a un comptable, déjà, toute la compta, on l'externalise, on est tranquille. Ensuite, ils vont nous aider sur toute le recrutement, etc. Donc, tout ce qui est RH, normalement, si on a un bon cabinet. Et puis, après, il y a quand même pas mal de choses à faire. Voilà, quand on recrute des gens, il y a quand même un peu de paperasse à faire, malgré que le comptable aide un peu. Quand on veut faire des demandes des demandes de subventions, des demandes de prêts à taux zéro pour certains s'ils sont intéressés, il y a des solutions. Et tout ça, ouais, il y a beaucoup de paperasse, même pour rejoindre des incubateurs, il y a de la paperasse à faire, c'est chiant, mais même moi, je déteste ça, j'en bave un peu, mais le seul espoir, en fait, ce qui nous tient, c'est de se dire qu'on aura une équipe qui pourra traiter tout ça un peu entre guillemets à notre place, parce que même nous en fait on n'est pas les meilleures personnes pour le faire. Soit on est très organisé dans sa vie, on sait faire, on est très habitué dans tout ce qui est administratif, soit on subit jusqu'à qu'on ait quelqu'un dans l'équipe qui puisse nous doubler, quoi. Donc ouais, c'est ça. C'est pas porteur d'espoir ce que je dis, mais faut être prêt. Concernant du coup d'autres questions qui sont cette fois-ci sur Facebook, qui viennent des spectateurs. Ouais. La première, c'est par rapport à ces questions en lien par rapport au financement participatif, s'il existe un financement participatif, ou après je vais te donner un coup de main visiblement. C'est sympa. Voilà, l'idéal serait donc d'acheter les produits. Ok, donc comment acheter les produits aussi, il y a des choses qui sont demandées dans ce sens-là, mais ça, on en reparlera un peu plus à la fin. Et après, il y a des questions un peu plus techniques qui sont peut-être intéressantes pour toi. Est-ce que les éponges de mer se reproduisent rapidement? Bonne question. Les métaux lourds que vous filtrez, c'est une bonne question aussi. Enfin, c'est une question que je me posais quand tu me disais que vous enleviez les métaux lourds. Ouais. Mais du coup, si elles se reproduisent rapidement, et est-ce que vous faites des métaux lourds peut-être, si tu as un éclairage là-dessus? Comment ça, en se reproduisant,
On multiplie les métaux lourds, c'est ça la question? Non, c'est pas ça, dans le sens où les métaux lourds que vous extrayez des éponges, Ouais. vous en faites quoi après? Parce que du coup, ils sont encore même présents. Ah, Est-ce qu'il y a d'autres systèmes encore cycliques, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait... très bonne question. Là-dessus, on est en train de bosser. Je pourrais pas donner une réponse claire encore. Il y a déjà des boîtes qui le font, des ingénieurs qui le font, et moi, je suis en train d'étudier la question. Enfin, je suis en train d'étudier la chose pour que tout se fasse bien. Il y a justement la boîte, d'ailleurs, pour leur faire un peu de pub, qui font de la phytobioremédiation. Donc, eux, ils sont très avancés déjà. Donc, en fait, ils upcyclent déjà les métaux lourds, et on est en contact avec eux. C'est pour ça que bon, je me renseigne un peu avec eux, etc. Et on développe la chose. Il y a des moyens d'upcycler les métaux lourds et de faire en sorte que ça soit quelque chose qui fasse gagner de l'argent, pour parler cru, qui fasse gagner de l'argent et qui ait toujours un impact pas négatif sur la nature, quoi. Au minimum, la blue economy, c'est minimum pas d'impact, maximum le maximum d'impact positif. Je sais Donc pas du si coup, en elles-mêmes, quand elles extraient les métaux lourds, quand elles les filtrent en quelque sorte, enfin, après, j'y connais rien du tout. Est-ce qu'elles les gardent, ces métaux lourds? Est-ce qu'elles les transforment? Parce que si après, il y a un processus de transformation, peut-être qu'il ouais. y a un impact aussi à ce niveau-là. Bonne question. Bah, en fait, c'est bioaccumulé. Donc, le terme bioaccumulé, ça veut dire que, contrairement aux bactéries et aux virus que les éponges mangent, et donc digèrent et donc créent toutes sortes de protéines pour vivre, là, les métaux lourds, c'est bioaccumulé. Donc, en fait, c'est absorbé par l'éponge, ça s'accumule jusqu'à ce qu'elle meure s'il y en a trop. Et là, c'est ce qui se passe, en fait, sur les récifs. En fait, il y a des endroits où il y a tellement de métaux lourds que même les éponges de mer elles-mêmes meurent, hein. De toute façon, c'est pas des super-héros, les éponges. Enfin, elles peuvent avoir un certain taux de métaux lourds en fait et en accumuler, mais s'il y en a trop, elles meurent forcément. Donc concrètement, elles les bioaccumulent et c'est pour ça que ensuite nous on sort les éponges de l'eau, entre guillemets de l'eau, mais ça va être de l'eau de mer, mais qui sera dans l'usine entre guillemets. On va sortir ces éponges-là, on va extraire les métaux lourds et cette éponge-là, elle va être effritée par l'extraction et ensuite elle sera compostée parce que ça se composte. Et on réfléchira à d'autres manières de l'utiliser. Par exemple, il y a des pistes, comme par exemple, on peut en faire de la litière pour chat, etc. Donc on est en train d'exploiter tout ça. Mais là, vous voyez toutes les pistes qu'il y a, il y en a énormément. Et en fait, on avance doucement sur toutes ces pistes, mais ça demande des moyens, forcément. Ça demande de développer la marque, ça demande d'avoir déjà un chiffre d'affaires qui nous permet d'investir ici et là. Donc forcément, je rebondirai là-dessus quand on parlera du financement participatif, parce que c'est une bonne question. Et Oui, concrètement, c'est tous ensemble qu'on réussira, hein, mais c'est pas nous tout seuls. Du coup, attends que la question me revienne. C'était... Prends ton temps. brevet. Est-ce que jusque-là, il n'y a rien qui a été breveté pour le moment, ou c'est en cours, ou Non, rien encore, parce qu'en fait, personne n'a réussi à le faire encore. Donc, on est en train de. L'éponge de mer en soi, vous pouvez pas breveter l'éponge de mer parce que c'est naturel, forcément. Mais notre process, à nous, on avance dessus et c'est encore un défi. Il y a énormément de questions qu'on se pose, etc., pour réussir à le faire. C'est un peu comme, bon là, ça va faire exemple bidon d'entrepreneur, mais Elon Musk, quand il a voulu faire décoller une fusée, la faire atterrir, bah personne ne l'avait jamais encore fait. Il y croyait, la NASA se moquait de lui, mais il a réussi derrière. Donc en fait, c'est un peu ça. Et tant qu'on n'a pas réussi à trouver la structure qui marcherait parfaitement, bah on peut pas déposer de brevet encore, mais on est bien avancé sur la question, quoi. D'accord. Sinon, je lis les questions en même temps, donc je reviens aussi au fait d'une personne qui repose encore la question. Est-ce que les éponges se reproduisent rapidement? Ah oui, c'est vrai, bonne question. Alors les éponges de mer, en fait, elles se reproduisent selon. Enfin, ouais, tu m'entends? Oui, c'est bon, je te C'est bon? entends. Ok, parfait. Il y a trois manières de faire en sorte que enfin, il y a deux manières de faire reproduire les éponges de mer. Il y a une manière de la développer, de la multiplier. Les deux manières, deux manières de faire reproduire, c'est la reproduction classique, hein. Il y a la reproduction sexuée et asexuée. En gros, une éponge de mer va différencier une de ses cellules et en faire un spermatozoïde qui va ensuite chercher une autre éponge dans la mer. Et une fois qu'elle arrive sur une autre éponge, en gros, ça fait une ovule et ça développe une nouvelle éponge de mer. Ou alors, il y a la manière asexuée. Une éponge de mer, donc du coup, il y a une cellule qui se différencie en larve cette fois, et cette larve toute seule va se poser à un autre endroit, et donc l'éponge va se développer. Donc là, je suis très technique. Et il y a le bouturage. Donc le bouturage, c'est on prend une éponge de mer, on la coupe en plusieurs morceaux, et ça repousse. Aujourd'hui, l'aquaculture d'éponges de mer, ça existe, hein. Ça se fait en Tanzanie, au Mozambique, en Micronésie, ça se fait en Tanzanie, mais je l'ai déjà dit.
Ça marche déjà. En fait, il suffit, c'est tout simple, hein. Si vous y allez, vous pouvez tous le faire. Vous coupez une éponge de mer en plusieurs morceaux, prenez un fil de pêche, vous en faites un collier et vous attendez. Ensuite, combien de temps on attend? Là, ça dépend de la qualité de l'eau et de l'apport nutritif, etc. Il y a des éponges de mer à certains endroits, selon une thèse, qui ont eu un taux de croissance de 1200% en un an, je crois. Donc c'est énorme, c'est x12. Du coup, ça peut très bien pousser en un mois, en 2 mois, ou en 3 mois, comme en un an et demi ou en 2 ans. Ça dépend de la qualité de l'eau, quoi. D'accord. Et justement, en parlant de qualité de l'eau, une personne qui pose la question suivante, tu m'entends? Ouais. Une personne pose la question suivante, est-ce que c'est aussi valable pour les éponges d'eau douce? Je ne connais pas les éponges d'eau douce, mais c'est la question qui est posée. C'est-à-dire la vitesse de reproduction, la vitesse de croissance. Du coup, j'imagine, oui, la croissance, parce que l'utilisation aussi, j'imagine. La question n'est pas plus précise. Les éponges d'eau douce, franchement, je me suis pas du tout penché là-dessus. Je sais même pas si ça existe vraiment. Donc ouais, je suis très axé Méditerranée pour l'instant, donc en réalité, on n'a pas, je saurais pas donner de réponse là-dessus. On l'avait préparé du coup avec l'équipe, qui sont les suivantes. Donc face à une grande demande, quelles sont tes limites pour ne pas tomber dans une surproduction? Donc, très bonne question. Première question. Ici, on a vu que la surproduction, c'était pas forcément une mauvaise chose de ton côté, du coup. Ouais, c'est ça en fait. Exactement. Alors, il y a deux étapes dans mon projet. Donc, il y a l'étape où on pêche. Donc, la surproduction, là, elle serait, ou la surpêche, du coup, elle serait problématique. Donc, nous, on fait attention, on pêche que ce que la nature nous donne, quoi. On va pas ultra profond pour aller en chercher, etc. On essaie de garder un quota et de toute façon, on est en contact avec des chercheurs qui étudient les éponges de mer depuis des dizaines d'années. Donc, forcément, on fait attention et on suit ça avec eux. Maintenant, quand on va produire, en fait, c'est une question très sceptique. Qui est très juste en fait, c'est plus on produit, plus on pollue. C'est normal. Mais là, justement, le projet, c'est plus on produit, plus on dépollue. Donc après, ça paraît simple comme ça, mais concrètement, c'est le cas. Ensuite, l'excès, c'est jamais bon. Bien sûr, si on produit des milliards d'éponges au même endroit, c'est pas bon. Mais par contre, nous, on va justement en fait s'adapter à chaque fois à la côte en question. Si on fait une usine en Tunisie, si on fait une usine en Turquie, si on fait une usine à Marseille, ça va pas être les mêmes problèmes, et même les mêmes métaux lourds en fait présents en mer. Donc du coup, on va comme ça étaler en fait notre impact positif pour qu'il soit pas trop positif et donc que ça pose problème. Par exemple, les éponges de mer, ça mange des nutriments, donc forcément, s'il y en a trop à un endroit, bah tous les nutriments vont être mangés par les éponges et pas par le reste. Où il y a un équilibre aussi de la biodiversité dans un endroit, il ne faut pas qu'il y ait un déplacement d'une certaine espèce. Exactement. C'est pour ça que les espèces, soit qu'on va cultiver. Excuse-moi, ça bug, je t'entends pas. Je ne fais pas forcément face à ce problème. Et si jamais un jour il y a une surdemande et que tu te retrouves du coup avec une surproduction finalement d'éponges à un même endroit, donc un déséquilibre de la biodiversité éventuellement, la solution ce serait aussi de produire à d'autres endroits, c'est ça? À produire à d'autres endroits, et si jamais on a produit partout où il fallait en Méditerranée et qu'on peut pas faire plus, il faut s'arrêter là. Il faut projet va loin. Mais non, mais c'est vrai, c'est une très bonne question. Maintenant, c'est pour ça que le système capitaliste, il gêne pas. C'est vraiment ce que font les gens, en fait. Si on arrive à être solide, et aujourd'hui, il y a des statuts, si dans les statuts, on arrive à mettre que si l'entreprise a un impact négatif, ou une activité de l'entreprise a un impact négatif, on doit cesser cette activité tout de suite, là, forcément, on rend plus sage cette entreprise-là. Là, c'est à nous de faire cet effort. Après, si on est attiré par l'appât du gain, comme certains qui ont déjà des milliards et qui en veulent plus, ouais, là, c'est un problème. Mais c'est là le problème. C'est pas l'entreprise en soi. D'accord. Et du coup, j'ai une précision supplémentaire que les éponges d'eau douce existent. D'accord. Franchement, c'est une très bonne question. Ça peut être intéressant aussi de se renseigner sur la question. Clairement, je note. C'est quelque chose qu'on peut trouver aussi à l'intérieur même en France, j'imagine, si ça existe. Ok. C'est vrai que oui, c'est vrai en plus, mais maintenant que qu'on en parle, c'est vrai qu'on en a parlé avec un chercheur justement, mais rapidement. Mais j'ai pas creusé là-dessus. Déjà, c'est tellement vaste déjà en fait la question des. Moi, je m'éparpille pas trop. Il y a des centaines d'espèces, donc forcément. C'est ça. Mais oui, on avait parlé d'éponges en rivière. J'avais lu ça dans une thèse, je crois. J'en avais parlé avec un chercheur aussi. Mais intéressant. Je creuserai. Super. Merci au téléspectateur qui a présenté ça alors. Merci beaucoup. En BRSG. Donc ensuite, on revient à la question du financement solidaire et financement autre que solidaire, du coup.
Les financements participatifs, est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus Ouais. Alors, le financement participatif, donc le crowdfunding, j'imagine, Oui. bah, on va être dedans, on va construire une campagne, clairement, parce que c'est l'idée de Jimbei, c'est un peu, c'est en fait, on est tous dans le même bateau. Pour ceux qui ont reconnu le nom, Jimbei, ça vient d'un manga. Donc là, ça fait un peu gamin, mais de toute façon, j'ai parlé de Bob l'éponge juste avant, c'est bon, c'est plus choquant. Mais en vrai, non, c'est pas anodin parce que les, Il ouais. me semblait d'avoir déjà entendu le nom. Ah C'est ouais? pour ça que Mais c'est dans One Piece. Oui, voilà, c'est pour ça, Voilà. d'accord. Dans One Piece, Jinbei, il fait partie de l'équipage donc de Luffy, le héros principal. Et donc c'est un équipage, en fait, on est tous dans le même bateau. Comment? On sort du sujet, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est vrai. Mais non, mais pour. Non, mais... Ça permet un peu de promo. Ouais, donc du coup, bah, ça a bugué, j'ai pas entendu, mais enfin, j'ai compris à peu près. Là, c'est bon, là. Attends, on attend que ça revienne. Ouais. Voilà, c'est bon. Du coup, tu me disais l'anecdote du nom qui venait d'un manga, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc c'est un équipage, on est tous ensemble. Je vais faire vite, je vais faire rapide. Voilà. En gros, bah, tous ensemble, on doit réussir. Donc le financement participatif, clairement, c'est des gens qui apportent notre soutien et qui nous aident pour qu'on puisse développer, qu'on ait des objectifs. Voilà, on va développer tel truc et qu'on soit clair, etc. Donc du coup, ouais, on va le faire très très bientôt. Là, on a un mois en fait pour bosser sur tout le site, etc. Le site, il est en ligne, hein, jimbei.fr, mais il va totalement changer très très vite. Donc du coup, on va tout changer. Une fois que tout sera prêt, qu'on aura bien bossé pendant le confinement sur l'image de marque, là, on passera sur les financements participatifs. Donc ça va être un moyen d'avancer sur le projet. Donc ensuite, les autres financements, il y a en France en tout cas la BPI qui donne pas mal de subventions en ce qui concerne la recherche, etc. Donc là, c'est des outils capitalistes, genre voilà, on va tout utiliser, hein, que ce soit CICE, etc. Tout ce qui est trash dans la discussion générale, nous on va l'utiliser pour le bien. On va pas s'en priver. Il y aura aussi forcément des investisseurs qui vont investir dans le projet. On va faire attention à qui ils seront, etc. Donc, en gros, on va essayer de construire le projet le plus authentique possible et qui nous permettra d'aller le plus loin possible. Donc, voilà. Il y aura aussi des prêts d'honneur, donc j'en parlais aussi. Donc, c'est des prêts à taux zéro. Si jamais vous êtes dans l'entrepreneuriat un peu et que vous ne connaissez pas ça, ça peut beaucoup aider. Ça peut être des prêts qui vont jusqu'à 50 000 euros, 90 000 euros. Donc, bah oui, s'il y en a qui sont entrepreneurs ici, si vous avez des questions à poser à d'autres, ça peut être bien. Avec plaisir. Ensuite, quelques dernières questions. D'abord, où est-ce qu'on peut se procurer tes produits maintenant si on veut c'est un peu une question au final. J'ai vu que la question revenait aussi pas mal. Donc, où est-ce qu'on peut se procurer tes produits? Alors, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais nous, on vend nos éponges là, on est dans 17 Biocop. Donc, à Paris, principalement, mais aussi à Besançon, à Marseille, Montpellier. Donc, du coup, vous pourrez aller là-bas, donc dans certains Biocop. Là, la liste, elle doit être sur le site normalement, mais le site va changer justement et le site il va passer en e-commerce, donc vous pourrez commander normalement d'ici la fin du confinement, presque. Le site sera prêt, donc vous pourrez commander directement sur le site ou alors vous pouvez aller dans les Biocop. Et là, on est en train de justement, on est en contact avec les magasins Biocop pour pouvoir les proposer partout en France, comme ça au moins partout où vous irez, vous aurez les éponges de mer. Super. Il y a une question du groupe qui était pourquoi est-ce que tu as décidé d'être bénévole à l'espace écologie de la RAMF? Bonne question. J'étais jamais allé à la RAMF moi avant ça. C'était la première fois. J'en entendais parler et j'habite juste en face de la RAMF d'ailleurs. Vraiment juste en face du salon du Bourget. J'habite enfin vraiment juste en face sur la nationale quoi, pour ceux qui connaissent. J'ai grandi là-bas, etc. Enfin, j'ai passé une bonne période de ma vie là-bas. Et pourtant, j'étais jamais allé, mais c'était Shamsi, donc du coup, qui m'a proposé de venir et qui m'a expliqué ce que c'était l'espace écologie. Et je savais même pas qu'il y avait ça là-bas. Pour moi, c'était un événement où on achetait des trucs, des djellabas, des siwaks, etc. Donc, je me disais, j'ai pas vraiment intérêt à aller là-bas. Et au final, c'était magnifique parce que j'ai kiffé tout le monde. En fait, déjà, il y a eu une ambiance de fou. J'ai remarqué aussi que les musulmans étaient beaucoup plus intéressés par l'écologie que ce que je pensais. Et ça, c'est une très très bonne. Enfin, exactement, en fait. On voit la différence par rapport aux dernières années et pouvoir parler et montrer qu'en fait, concrètement, voilà, il y a des musulmans qui essaient de construire un avenir meilleur avec la Shamsi, avec la permaculture et plein d'autres, l'îlot des cons, etc. Il y a eu des magnifiques projets. Ça leur montre un peu que quand même on bouge un peu les musulmans et il faut qu'on bouge de plus en plus. Et voilà, j'espère que ça va créer une synergie dans le bon sens. Donc pourquoi? Pour des questions spirituelles, pour des questions forcément. Pour moi, l'entrepreneuriat et l'écologie, c'est forcément lié à l'islam. Donc, c'est
ça me paraissait logique quand Shamsi m'a proposé, j'étais forcé de venir. T'as pas hésité une seule seconde. Ouais, clairement. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions encore à ce niveau-là? Vous pouvez vous permettre de poser quelques questions supplémentaires, Inch'Allah, dans les commentaires, que je puisse lui en faire part. Soyez pas timide. Alors, il y a une question, c'est-à-dire utiliser les financements solidaires. Mon projet, ça c'était par rapport au projet financement solidaire. On a déjà posé la question. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Le fait de protéger des éventuels Ça bug. aussi combien de temps la rédaction de ton business plan? Le business plan, c'est plus entrepreneurial. Ouais, très bonne question. Bah, le business plan, c'est pareil, faut en baver. Je suis là-dedans en ce moment, donc il faut avoir tous les éléments de son entreprise et pouvoir le rédiger avec quelqu'un qui sait le faire, ou alors le faire soi-même, ou alors déléguer à son. Si c'est un projet, je veux dire classique, qui est pas d'innovation, quelque chose qui est compliqué à comprendre, là, on peut déléguer à son comptable si vraiment on a les moyens, et puis si c'est vraiment compliqué. Sinon, il faut, si c'est un truc un peu innovant, ou alors un truc qui sort du commun et que le comptable ne peut pas faire, là, il faut le faire soi-même. Et par contre, rapprochez-vous d'incubateurs ou alors de personnes qui ont déjà eu l'habitude de faire des business plans pour pouvoir avoir un retour sur tous les incubateurs. Et puis maintenant, il y a beaucoup d'incubateurs qui sont engagés dans l'impact positif, social, écologique ou sociétal. Donc forcément, je pense à Make Sense, je pense à... maintenant, on a Station F à Paris aussi. Peu de gens connaissent Station F, mais c'est le plus grand campus à start-up du monde. Il y a une trentaine d'incubateurs, je crois, là-bas. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça partout en France. Donc rejoignez-les, ils vont vous aider un peu. Et puis pour le business plan, il faut récupérer un modèle avec eux potentiellement, ou alors sur Internet, et puis bosser là-dessus, quoi. Inch'Allah. Mais c'est pas toutes ces choses, je pense pouvoir répondre à des questions en particulier, tout ce qui concerne les projets, ton business plan, les références, c'est des choses que tu pourrais donner si on te posait la question? Je suis en train de le construire, donc je pourrais en donner que partiellement, mais à des moments c'est beaucoup trop confidentiel. Le business plan, c'est quelque chose qu'il faut donner à très peu de monde, et il faut faire signer un NDA, etc. Parler des incubateurs, est-ce que tu peux donner quelques références ou quelques... Ouais, comme j'aurais bien aimé les écrire, en fait. Ouais, Make Sense. Alors, je vais les écrire moi aussi, si tu veux. Il y a aussi, j'étais chez School Lab à Station F, par exemple, c'était cool. Station F, donc c'est le plus grand campus de start-up du monde, mais il y a 30 incubateurs là-bas, donc dans différents thèmes, etc. Il y a à Marseille l'accélérateur M, ils font de la bioéconomie. On va peut-être aller là-bas d'ailleurs, j'espère. L'accélérateur M. Tac. Il y a The Family, bien sûr, je pense que c'est un classique. The Family. Toutes les personnes qui s'intéressent un peu à ça doivent aussi un peu connaître, non? Ouais. Mais il y en a comme Make Sense et School Lab, on les connaît pas forcément, mais c'est des très bons incubateurs aussi. D'accord, super. Ouais. En tout cas, c'est des références. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous? Prenez soin de vous, surtout en ce moment. Soutenons-nous les uns les autres pour aller le plus loin possible. Voilà, enfin, soyons bienveillants, arrêtons ça c'est un message à l'humanité là. Mais arrêtons d'être négatifs les uns les autres. Faut qu'on arrête avec cette méfiance, être bienveillants les uns les autres. Essayer de créer des choses, essayer de, enfin, faut au moins dans son entourage, au moins dans son cercle fermé, avoir un impact positif envers les gens, voilà, c'est des trucs un peu bateaux que tout le monde sait, mais juste prenez soin de vous. Mais... oui. Merci beaucoup à toi en tout cas. J'espère que ton projet va prendre de plus en plus vie. Que tu pourras produire beaucoup des. Écoute, on entend parler aussi, c'était un très beau projet. Et puis, Inch'Allah, tu pourras partager ça sur la page, j'imagine aussi, par la suite, quand le site sera prêt. Ouais. Inch'Allah. Et puis, je rappelle juste rapidement que les lives sont tous disponibles et en rediffusion sur la page et sur YouTube aussi, donc sur la chaîne YouTube qui est aussi sur la page. Donc, n'hésitez pas à les revoir et puis prenez soin de vous, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci beaucoup. Avec plaisir.